Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous consacrer du temps pour ce webinaire. Avant de commencer, juste quelques instructions. Tous les participants sont réglés sur le mode muet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Il y a une fenêtre prévue à cet effet. Nous allons recueillir l'intégralité de vos questions et nous allons y répondre à la fin de ce webinaire. Concernant les intervenants d'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Valérie Feujas, qui est Alliance Manager IMEA chez l'éditeur Longview, et moi-même Stéphane Toll, en charge de la partie commerciale chez Limpida. Alors, pour notre agenda de ce jour, je vous propose de commencer par une rapide présentation de la société Limpida, puis nous allons faire un état des lieux des enjeux de la planification financière au sein des organisations, puis nous ferons une rapide revue des tendances du marché et des bonnes pratiques, et nous allons passer après à la démonstration de la solution Longview Plan, et nous allons avoir à la fin la session de questions-réponses. Limpida en quelques mots, nous sommes une société de conseil spécialisée sur les sujets du pilotage de la performance et de la business intelligence. Depuis plus de 10 ans, on accompagne les directions financières dans l'optimisation de leur système d'information dite décisionnelle. La spécificité de Limpida, ce sont ses consultants qui possèdent une double compétence, à la fois technique et métier. En fait, il est important pour nous qu'ils comprennent bien vos métiers afin de mieux implémenter les solutions EPM. Concernant nos offres, nous intervenons sur toutes les phases clés d'un projet EPM, à savoir l'accompagnement à l'aide au choix d'outils par exemple, l'aide à la rédaction des cahiers des charges, le cadrage fonctionnel ou technique, et puis toutes les phases d'implémentation, les phases de test, de recettes, formation utilisateur. Point complémentaire, en 2017, nous avons créé un centre de TMA au Maroc qui permet aujourd'hui d'accompagner nos clients même après les phases de Go Live. Voici quelques-unes de nos références. Nous intervenons au sein de tout type de structure, toute taille d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Alors aujourd'hui, la fonction finance se trouve vraiment au croisement des différentes fonctions transverses et opérationnelles de l'entreprise. Ce qui veut dire que la fonction finance doit posséder cette vision de l'ensemble des activités et des départements, mais aussi doit être considérée comme un véritable partenaire, un véritable acteur du business. Encore plus aujourd'hui dans des contextes qui sont très mouvants, on peut dire que les principaux défis de la fonction finance vont être mécaniquement de fluidifier les processus de prévision entre les différents départements de l'entreprise, mais bien sûr d'essayer de garantir cette qualité de données qui sera collectée, de simplifier et de rendre accessible à tous les utilisateurs des solutions dites de gestion de la performance. Et enfin, d'essayer d'augmenter la fiabilité et la sécurité de tout son système décisionnel. Et en ce sens, on considère que les outils dits EPM, Enterprise Performance Management, sont une des réponses à tous ces enjeux précédemment cités. Alors en effet, l'EPM va permettre à l'entreprise de fixer une stratégie à partir de laquelle des objectifs vont être à la fois déclinés, planifiés dans le temps, afin que les actions concrètes soient mises en place et puis être exécutées au travers de ces stratégies. Donc le management ou le top management va pouvoir utiliser toute une palette d'outils technologiques pour pouvoir à la fois anticiper les évolutions de l'activité et en conséquence ajuster ses choix stratégiques. Le PM a cette capacité de pouvoir donner cette vision à 360 degrés de toute l'activité au travers de ses reporting analytiques, de ses reporting de consolidation, de gestion ou statutaire, de tout le processus budgétaire, ainsi de pouvoir mettre en place toute une série de simulations et de différents scénarios au travers de ce qu'on appelle des what if analysis. Alors, aujourd'hui, l'idée que tout le monde planifie au sein d'une organisation est largement partagée, quel que soit le département. Que ce soit dans les départements RH, lorsqu'on parle du pilotage de la masse salariale et des effectifs, ou par exemple le commerce sur l'analyse des ventes et les prévisions de vente. Alors si ce besoin s'est traduit peu à peu par l'acquisition et l'implémentation de chaque service d'une solution dite EPM, selon ses besoins spécifiques, ça veut dire aussi que elle
a mécaniquement des conséquences assez classiques. Et le constat que tous les départements aujourd'hui possèdent son propre système d'information décisionnelle, de pilotage, commence à être vrai. En effet, on voit que les questions métiers liées au commerce ou à l'analyse des ventes ne sont pas les mêmes que les questions liées aux ressources humaines, la gestion des effectifs et de la masse salariale. En définitive, en fait, chaque service va utiliser ses propres indicateurs de performance avec son propre vocabulaire et ses propres données et ses propres reporting. La conséquence, c'est que il y a une énergie à la fin qui est folle, qui va être déployée pour remonter toutes les données issues de ces différents systèmes de PM pour être consolidées au niveau central, avec des délais qui vont être de plus en plus courts et avec le moins d'erreurs possible. Et on se retrouve dans un schéma ou des schémas qui restent assez classiques, c'est-à-dire que tout cela va se terminer au travers des échanges de mails qui vont être interminables, auxquels va s'ajouter des pièces jointes de feuilles Excel avec des niveaux de calcul hyper complexes, avec toutes les sources d'erreurs potentielles qu'on peut connaître. Alors que faire? Alors une des réponses qu'on peut apporter, en tout cas nos recommandations, vont être les suivantes. Alors le premier élément clé sur lequel on va s'appuyer, ce sont les processus. En effet, les processus vont permettre d'avoir cette vue d'ensemble de tous les métiers et des interactions entre ces métiers afin d'optimiser ces processus et aussi de les automatiser. On peut parler dans ces cas-là de processus de bout en bout ou de macro-processus lorsque la complexité et la volumétrie de ces activités va requérir, va demander ce type de regroupement. Le deuxième point, ce sera la scalabilité. Alors la scalabilité va exiger que la plateforme sur laquelle on va gérer ces processus puisse être une plateforme évolutive, c'est-à-dire avoir cette capacité de débuter à une échelle départementale, donc à une petite échelle, puis progressivement se déployer vers d'autres départements, puis à la fin se retrouver à un niveau très global ou central. Alors cette notion de scalabilité est souvent associée à la gestion d'une forte volumétrie de données, d'accord, et aussi à des notions de processus transverses avec des sources de données qui sont multiples et avoir cette capacité de gérer tout ça dans une plateforme unique. Donc deuxième point, la scalabilité. Le troisième point, c'est la collaboration. Donc pour gérer tous ces processus, avoir une plateforme collaborative va permettre aussi d'offrir un espace ou des espaces de discussion assez importants entre les différents métiers qui vont discuter autour de ces processus, d'avoir ces échanges réels de correction et d'amélioration des chiffres et des prévisions qui vont être faites, mais aussi de proposer tout un cadre pour éviter des échanges de mails interminables qu'on connaît ou qu'on a connus lorsqu'on faisait un exercice au travers de différents types de solutions un peu disparates dans la structure. Le quatrième point, ce sera la modélisation. Donc la modélisation va consister à essayer de structurer et cartographier toutes les activités de l'organisation. Généralement, on utilise des représentations très graphiques, très visuelles, qui permettent de bien comprendre et visualiser tous les enchaînements des tâches du même processus. Et puis pareil, et puis par défaut, essayer de tenter de gagner en rapidité, en efficacité lors de cette modélisation. Alors aujourd'hui, si on part du principe que tout le monde planifie dans l'entreprise, il est évident aussi que tout le monde n'est pas nécessairement habitué à un langage financier ou utiliser ou exploiter une solution dite EPM. Ce qui nous ramène au dernier point qui est l'adoption. Alors, effectivement, sans adoption d'utilisateurs, il est difficile de pouvoir ramener l'efficacité attendue lors de la mise en place de ces solutions via les processus. Il arrive que bien souvent que ces solutions sont majoritairement dévoyées dans leur usage. Ça veut dire qu'ils sont à la fin laissés de côté et pour des fois dans quelques mois se trouver totalement abandonnés. Donc il faut absolument favoriser l'adoption de l'utilisateur très tôt. C'est pour ça qu'on les intègre très tôt dans les processus et dans la modélisation. Et aussi en apportant toute une palette de nouvelles interfaces assez user-friendly pour faciliter encore plus l'usage et l'application des solutions. Dans ce cadre, on considère que Longview Plan, de par de sa philosophie technologique, est un outil qui permet à la fois de pouvoir gérer les processus métiers transverses et de pouvoir apporter un niveau de reporting analytique assez intéressant pour toute l'organisation.
Alors, Longview en quelques mots. Alors, Longview est une société américaine qui existe aujourd'hui depuis plus de 25 ans et qui propose une plateforme technologique autour de trois applications majeures. Donc, une application d'élaboration budgétaire, de reporting financier et opérationnel, une application de consolidation statutaire et une application de taxes qui a la particularité de gérer tout ce qui est lié aux enjeux de transfer pricing. Aujourd'hui, la société compte plus de 1200 clients actifs à l'international. Longview aujourd'hui fait partie d'une société qui s'appelle Insat Software, qui aujourd'hui compte plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui adresse toutes les problématiques liées à la gestion de la performance. Alors effectivement, comme je le disais précédemment, Longview, de part de sa plateforme unique, permet d'adresser tous les besoins spécifiques métiers, que ce soit sur les métiers classiques de la direction financière, de point de vue reporting financier, mais aussi des besoins liés aux opérationnels. Donc, ils seront capables de pouvoir récupérer ou agréger toutes les données issues des systèmes transverses dites ERP ou des systèmes opérants, de pouvoir l'intégrer dans une plateforme unique au travers des processus et de pouvoir mettre en place un système de restitution assez opérationnel qui permet tout de suite de pouvoir prendre des décisions et de prendre des décisions stratégiques au niveau central. Deuxième point qui est important et intéressant dans cette plateforme, c'est que la capacité de gérer des fortes volumétries de données avec des niveaux de complexité élevés. Et toute la couche analytique permet effectivement de pouvoir adresser tous les sujets de planification à moyen long terme, des problématiques liées au prix de transfert et pouvoir optimiser la performance dans l'entreprise. Maintenant, nous allons passer à la démonstration de l'application. On va commencer juste par une petite introduction technique d'une minute. Longview Plan est une solution qui est née dans le cloud, qui est 100% public cloud multi-tenant. C'est un point important pour les directions financières pour deux raisons. Premièrement, parce que jamais, à aucun moment, vous aurez à vous occuper de savoir quelle est l'infrastructure sous-jacente. Est-ce que vous avez besoin de serveurs? Est-ce que vous avez besoin de plus d'espace de disque? Est-ce que vous avez besoin de plus de mémoire ou autre? Qu'importe, c'est nous qui gérons de toute façon. Ça signifie aussi que vous allez pouvoir vous connecter à cette solution juste à partir d'Internet Explorer, de Chrome, de Safari et rien d'autre. Donc strictement rien à installer sur vos ordinateurs et vous n'avez pas besoin de vous occuper de l'infrastructure sous-jacente. Ça nous permet aussi, nous, de notre côté, d'ajuster les ressources en fonction des besoins clients. Et il y a un autre point très important avec ce type de solution cloud, c'est qu'il n'y a pas de projet de migration à proprement parler. C'est-à-dire que si jamais vous devez passer d'une version à une autre, c'est nous qui nous en chargeons, c'est nous qui mettons à jour le cloud pour nos clients. Et donc, vous n'avez aucun projet de migration à réaliser. C'est entièrement pris en charge par Longview. Un autre point aussi, la solution que vous voyez, c'est une solution qui a été développée avec les tout derniers standards du web. On appelle ça du HTML5. C'est important parce que c'est ce qu'on appelle du responsive design, ce qui signifie en fait que l'interface utilisateur que vous voyez là à mon écran, ce qu'on appelle la landing page, ça va être exactement la même que vous fonctionnez sur un portable, sur un desktop au bureau, sur une tablette. Ça n'a strictement aucune importance. L'écran va s'ajuster complètement de manière dynamique à l'outil que vous utilisez pour le visualiser. Et bien évidemment, pour nous, ça signifie aussi que nous n'avons qu'une seule version de l'interface à gérer. Pour vous, en tant que client, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est entièrement utilisable sur des tablettes. Et bien entendu, ça permet d'unifier l'expérience utilisateur de notre solution. Alors, je me suis connecté à cette solution ici en tant qu'administrateur, donc je suis entre guillemets Dieu Tout-Puissant, j'ai accès absolument à tout. Et bien évidemment, ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des applications. Et chacune de ces applications, en fonction de votre profil utilisateur, vont apparaître ou vont disparaître. Il n'y a strictement aucune limite au nombre d'applications que vous pouvez développer dans notre solution. On vous donne accès à une plateforme. La seule limite, finalement, c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc, vous pouvez développer, par exemple, des applications de consolidation financière, de financial planning, de reporting, d'operational planning, de planning RH, de profitability modeling, d'activity-based costing. Vous pouvez développer absolument ce que vous souhaitez. En fonction de votre profil utilisateur et vos droits d'accès,
si vous êtes par exemple responsable que du RH, vous ne verrez apparaître que l'application RH et rien d'autre. On va pour cette présentation aller dans le planning financier. On voit ici qu'on a plusieurs icônes qui vont me donner accès à la configuration, à l'administration. Là aussi, bien évidemment, en fonction de votre profil utilisateur, ces icônes vont apparaître ou disparaître. Si vous n'êtes pas en charge de l'administration, vous ne les verrez jamais. Et on va aller dans l'expense planning. L'expense planning, ici, on a ce qu'on appelle un business process structuré. Donc ici, on est sur un cycle octobre forecast 2018. Et si je vais par exemple sur le forecast septembre 2018, on voit que l'écran est un petit peu différent. Chaque étape, notre solution va vous indiquer, voilà, 88% a été déjà finalisé, 22% a juste commencé, 11% a commencé, etc. Et en fait, ces pourcentages, ils sont basés sur quoi? Dans mon exemple, ils sont basés sur le nombre de centres de coûts. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a un process d'expense planning qu'on va suivre par centre de coûts. Bien évidemment, on pourrait avoir quelque chose de complètement différent, suivi par business unit, par produit, par manager. Il n'y a strictement aucune limite à votre imagination et à la manière dont on peut configurer le système. Le cycle, il fonctionne pour une période et un scénario spécifique par centre de coût et à chaque fois, on voit qui a fait quoi. Voilà, telle étape a été complete, telle étape est pending approval, donc on attend que quelqu'un donne son accord pour passer à l'étape suivante. On voit qu'il y a d'autres étapes qui sont ici not started, etc. Je vais revenir sur le forecast d'octobre où là, vous voyez qu'on commence en fait à partir de zéro finalement. J'ai quelques étapes sur lesquelles j'ai le droit de bouger en arrière et en avant comme je le veux, le Global Driver, le Setup What If Model et le Year End What If Modeling. Et tout le reste, pour le moment, est bloqué. Je ne peux pas y accéder parce que pour le moment, aucun centre de coût n'a progressé au sein de ce process. Alors, on va regarder plusieurs choses ici. D'abord, la possibilité de modifier directement la configuration. Donc, ça peut être, par exemple, la possibilité de rajouter un nouveau centre de coût pour faire une simulation. Je peux aller en mode Edit et rajouter mon centre de coût. Là, il y a quelque chose de très, très intéressant dans notre solution. C'est ce qu'on appelle l'administration décentralisée. Dans un outil classique, si vous voulez rajouter un membre à une dimension, que ce soit les centres de coûts, les produits ou autres, vous allez devoir donner accès à l'intégralité du module administration, même si cette personne n'est en charge finalement que de modifier une toute petite partie de cette dimension. Donc, elle pourrait, par exemple, juste rajouter un produit et rien d'autre. Donc, évidemment, c'est très dangereux. Donc, comment est-ce qu'on va contourner ça avec les solutions classiques? Finalement, vous allez devoir avoir un administrateur par business unit ou un administrateur central qui va devoir centraliser un paquet de tâches et qui va avoir des demandes permanentes. Rajoute-moi un centre de coût, rajoute-moi un nouveau produit, etc. Ce qui pose des problèmes en termes de ressources humaines, en termes de coûts, etc. Nous, on peut très bien dire, un utilisateur ne peut accéder qu'à une partie de la dimension produit et ne pourra modifier que, par exemple, les produits, cette dimension produit par rapport à un besoin spécifique de sa business unit et rien d'autre. On pourrait jouer avec d'autres choses, par exemple ici, la possibilité de rajouter des nouveaux scénarios pour faire des simulations. On va maintenant passer sur mes global drivers. Donc c'est ici en fait qu'on va rentrer des drivers qui vont être utilisés plus tard pour des calculs. Là aussi, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du driver-based budgeting. Donc vraiment une élaboration budgétaire centrée sur des calculs de drivers qui vont permettre de calculer toute une série d'indicateurs à la volée de manière automatique. Là aussi, pas de limite au nombre de drivers que vous pouvez mettre en place. Et puis dans mon process, on va aller dans le Year End What If Modeling. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un écran où en fait je fais mon atterrissage de fin d'année sur mon forecast, octobre, novembre, décembre. Donc on voit ici que j'ai mon forecast d'octobre 2018. J'ai déjà une version What If 1. En fait, j'ai déjà fait une copie de forecast sur What If 1. Et puis, j'ai les données actuelles. Alors, un petit aparté ici. Les données actuelles, d'où elles proviennent directement de votre ERP, donc de votre système SAP, Oracle, d'une autre base de données, Sage, qu'importe. On a des connecteurs prédéfinis qui nous permettent d'extraire ces données transactionnelles et de les agréger par compte, par centre de coût, par produit ou par famille de produits. Tout dépendra évidemment de la configuration que vous allez mettre en place dans le système et de rentrer ces données-là directement dans notre solution. On verra tout à l'heure qu'on est aussi capable de faire ce qu'on appelle un drill back ou un drill through et donc de revenir aux détails transactionnels.
On a des cellules qui sont en blanc et des cellules qui sont en jaune. C'est quoi la différence entre les deux? Les cellules jaunes, vous allez pouvoir faire de la saisie. Si par exemple, je vais sur la partie novembre et que je rentre un montant de 15 au lieu de la valeur de 10 que j'avais tout à l'heure, j'ai un petit triangle rouge qui m'indique en temps réel que les données ont été modifiées. On va regarder le montant ici qu'on a sur le total payroll qui est de 180 890. Je fais une petite sauvegarde et automatiquement, le total payroll est maintenant de 220 417. Pourquoi? Parce que j'ai des salaires qui sont calculés en se basant sur les équivalents temps plein. À partir de cette cellule-là, je vais pouvoir très facilement faire un audit et voir qui a modifié quoi. Donc j'avais une valeur de 10, j'ai maintenant une nouvelle valeur de 15. C'est monsieur johnadmark.com qui a fait la modification. C'est le login avec lequel je me suis connecté aujourd'hui. Je m'appelle John Smith et pas Jérôme Cuquier ici. Et on voit que cette modification a été faite à 11h25 du matin. Vous voyez ici mon horloge. Donc on voit que c'est vraiment du temps réel. Donc on a la possibilité d'avoir une traçabilité complète. Cette fonctionnalité, vous pouvez l'activer ou la désactiver à volonté en fonction du profil utilisateur. Par exemple, aux États-Unis, si vous voulez être compliant avec toutes les règles Sarbanes-Oxley, c'est obligatoire. En Allemagne, c'est interdit pour des raisons de sécurité et de traçabilité. Les ressources humaines interdisent en fait, entre guillemets, ce que certains clients appellent le flicage des utilisateurs parce que voilà, les réglementations du droit du travail local interdisent de faire ça. En France, on a des clients qui vont l'activer, d'autres qui vont la désactiver. C'est vraiment à vous de choisir. Un autre point important, on va avoir la possibilité très simplement de voir comment est-ce qu'une cellule a été calculée. Si je regarde mon total payroll, je fais un petit clic ici, je vais dans ce qu'on appelle le metric lineage, et je vais pouvoir voir que ce total payroll, c'est quoi? C'est salary on wages exempt plus salary on wages non exempt. Je vais pouvoir désagréger ce calcul, voir les différentes valeurs qui ont été saisies et voir le calcul. Donc, par exemple, salary on wages exempt, on voit que c'est average salary exempt multiplié par exempt full-time equivalent divisé par 12, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir comme ça rentrer dans le détail. Donc, à n'importe quel moment, vous allez pouvoir voir comment une cellule est calculée. Ce qui est important ici, c'est que le calcul, contrairement à ce qu'on a dans Excel, n'est pas une formule qu'on a finalement dans le front-end, c'est une formule au niveau de la base de données, ce qui permet d'avoir l'unicité des valeurs, d'avoir qu'une seule version d'une valeur. Dans Excel, si vous avez un KPI qui est calculé dans une feuille Excel, vous n'êtes jamais sûr que dans la feuille Excel suivante, le KPI va être calculé exactement de la même manière. Ici, tout est fait de manière totalement centralisée. Un autre point important, on a la possibilité, par exemple, je vais me mettre sur cette cellule ici, d'avoir accès directement à la configuration. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel je ne vais pas donner accès systématiquement à tout le monde. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir mon compte total payroll et de voir d'abord que ce compte-là, il est calculé en fonction d'une petite formule. Salary and wages exempt plus salary and wages non exempt. Si je veux modifier ma formule, je vais pouvoir le faire à la volée très facilement. Je vois qu'ici, j'ai une petite croix rouge qui apparaît. Je vais en mettre plus. Il attend en fait que je lui donne une information complémentaire. Donc, par exemple, on va dire, oh, bah, tiens, je vais rajouter, bah, je ne sais pas, n'importe quel compte, RFR, qu'importe ici. Et on voit que la validation se fait de manière totalement dynamique à la volée. Là, ce que je viens de faire, c'est tout simplement de modifier un calcul. Ce calcul, on peut utiliser des if, else, des divisions, on peut faire énormément de choses et ça nous permet de faire strictement tous les calculs à la volée. Un autre point important, c'est que on n'a pas de cube dans notre application. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Tous les outils actuels du marché se basent sur des cubes multidimensionnels. Vous voulez faire du planning RH, vous allez faire votre planning par une série de dimensions, donc par exemple par l'entité, le centre de coût, la période, éventuellement la région, qu'importe. Si vous voulez faire du planning sales, vous allez devoir développer un autre cube. Évidemment, vous n'allez pas analyser vos ventes par type de position ou par centre de coût, ça n'a strictement aucun sens. Vous allez analyser vos ventes par produit, par canal de vente, par type de vendeur, j'en sais rien, ou par type de produit, etc., etc. Donc, vous allez devoir développer un autre cube. Et si jamais vous voulez avoir un PNL qui reprend finalement l'intégralité de vos coûts et de vos profits, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir encore rajouter un autre cube, soit avec toutes les dimensions, mais alors dans ces cas-là, vous avez un cube gigantesque, soit un cube limité avec un nombre de dimensions limité. Et après, derrière, ces cubes, vous allez devoir les lier entre eux. Donc, si jamais vous modifiez une dimension, vous êtes bon pour remodifier tous les liens entre vos cubes.
si vous modifiez les comptes et que vous rajoutez une dimension, vous êtes bon pour refaire finalement quasiment tout le design de votre application. Nous, on fonctionne de manière complètement différente. Chacun des comptes a sa propre dimensionnalité. Vous pourriez avoir un compte vente avec 5 dimensions, un compte RH ici, Total Payroll. Vous voyez, on a scénario, mois, currency, cost center, region. Je vais aller sur un autre compte, par exemple, gross margin, ici. On va l'ouvrir et on va voir qu'ici, je n'ai pas du tout les mêmes dimensions. Cette fois-ci, j'analyse par produit et par client. Donc, on a quelque chose de complètement différent ici. Ce qui est intéressant, c'est que notre solution, de manière dynamique, va regarder quel est le plus grand dénominateur commun entre deux comptes. Et si jamais ces deux comptes doivent interagir entre eux, eh ben, automatiquement, l'interaction va se faire sur ce plus grand dénominateur commun. Ce qui nous permet d'avoir une flexibilité accrue. Ça va nous permettre de modifier un compte très simplement, de modifier la dimensionnalité d'un compte sans avoir à revoir l'intégralité du modèle. Et notre solution, quand vous avez des comptes avec des dimensionnalités complètement différentes, va se charger elle-même de définir le plus grand ou de trouver quel est le plus grand dénominateur commun et de faire les agrégations et les calculs sur ce plus grand dénominateur commun. Flexibilité en termes de modification, flexibilité en termes d'utilisation et flexibilité en termes de design. Un dernier point, et j'en aurai terminé avec cette partie configuration, je suis revenu ici sur ma métrique Total Payroll. On a vu un calcul qui a été fait sur un scénario spécifique, mais je vais pouvoir éventuellement, par scénario, définir des calculs complètement différents. Donc là aussi, c'est très intéressant. On va pouvoir dire, dans un cas, pour le scénario forecast, mon calcul, je le fais de telle manière, mais pour un scénario, par exemple, d'élaboration budgétaire classique ou un scénario de strategic planning, je veux que le calcul soit fait de manière différente. Donc, énormément de flexibilité à ce niveau-là. On va revenir sur l'écran précédent. On va parler encore de deux ou trois autres petites choses qui sont importantes. Bon, la possibilité éventuellement de saisir du commentaire à la volée directement à la ligne et aussi la possibilité de faire de la collaboration. Donc là, c'est quelque chose de très, très important dans notre outil, c'est la notion de collaboration. Donc là, je viens de terminer, par exemple, ma version What If. Je suis content avec les résultats et j'aimerais bien que monsieur Emeka Joku, monsieur ou madame Kate Abbott et Lynn Leak, par exemple, je leur dis, regarde mon What If 1, d'accord? Donc, quand je vais faire un post, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ces trois personnes vont recevoir un email avec un lien. Elles vont cliquer sur ce lien et en cliquant sur ce lien, elles vont se retrouver exactement sur cet écran. Donc, on garde le contexte. Donc, au lieu de vous retrouver dans une situation où vous allez devoir prendre ce document, l'exporter au format PowerPoint ou au format Excel ou au format PDF, le mettre dans un email, envoyer cet email, n'être jamais sûr et certain que la personne a la dernière version de l'écran, la dernière version de la saisie, etc. Nous, on fait tout de manière collaborative. Donc, c'est quelque chose de très, très puissant. Et on verra tout à l'heure ce que ça implique, notamment quand on fait du top-down et du bottom-up. Donc, toutes ces fonctionnalités sont vraiment standards dans notre système. Elles sont là par défaut. À vous de décider si vous voulez activer la collaboration à un moment ou à un autre. Une fois que j'aurai terminé avec tout ça, je vais pouvoir, par exemple, utiliser les petites règles de gestion, copier, par exemple, le what if dans le current forecast pour que ça devienne la version finale, ou nettoyer mon scénario et recommencer un nouveau scénario. On a toute une série de possibilités ici. Et puis, la possibilité aussi, éventuellement, de rajouter des documents non structurés, Word, Excel, PowerPoint, PDF, pour finalement donner une explication un peu plus détaillée à ce que vous avez fait dans votre forecast. Une fois qu'on a terminé ici, je vais demander un approval. Donc, je vais d'abord dire que le step est complete. On va revenir ici. Donc, on voit pour le moment que rien n'a bougé. Je ne peux toujours pas accéder aux étapes suivantes. Pourquoi? Parce que afin que je puisse accéder à l'étape suivante, il faut que le manager approuve l'étape. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure. J'ai un petit email qui va arriver. Ça prend quelques secondes. Et puis, bon, comme je suis connecté ici en tant qu'administrateur, Dieu Tout-Puissant, avec absolument tous les pouvoirs, je vais pouvoir tout simplement, voilà, décider et dire, je fais un approval. Et une fois qu'on a fait l'approval, regardez ce qui va se passer automatiquement et seulement pour le département Sales, seulement pour ce département-là, les autres étapes vont être ouvertes. On va passer à l'étape suivante. On va aller sur
de l'Operational Labor Forecast. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on était multidimensionnel, qu'on n'avait pas de cube et que chaque métrique avait sa propre dimensionnalité. Mais on a aussi ce qu'on appelle un framework transactionnel. Quand vous réfléchissez bien, le planning qu'on fait au niveau des directions financières, c'est un planning par ADN qui est multidimensionnel. Donc, vous allez regarder par région, par produit, par centre de coût, on va dire à un niveau assez élevé. Vous voyez qu'ici, j'ai mon petit email qui est arrivé, qui m'indique qu'une action était nécessaire, etc., etc. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, le planning FP&A, habituellement, au niveau des directions financières, au niveau du DAF, il est fait vraiment de manière multidimensionnelle. Par contre, au niveau opérationnel, c'est quelque chose qui est habituellement par ADN transactionnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a défini tout à l'heure un labor forecast avec un salaire pour un top-down salary pour le département sales, d'accord? Et ici, maintenant, au sein du département sales, je vais pouvoir rentrer un bottom-up et donc dire je veux rajouter un nouvel employé à la volée. Et au fur et à mesure qu'on va faire des modifications employé par employé, je vais avoir une variance qui va être calculée. Voilà le top-down, voilà le bottom-up, voilà la variance. Et là, on va pouvoir jouer notamment avec la collaboration. Je vais pouvoir dire, ah bah tiens, voilà, je rentre 5 nouveaux employés, certains, le manager va les rejeter, d'autres vont être approuvés, d'autres sont dans un step request, d'accord? Et avec la collaboration, vous allez jouer, dire, voilà, bah maintenant j'ai, mettons, un bottom-up de 800 000, et je vais expliquer pourquoi, et je vais rajouter des documents, et je vais faire une collaboration, et je vais demander au manager éventuellement de modifier son top-down pour me donner un petit peu plus de flexibilité parce que j'ai de bonnes raisons d'avoir un nouvel employé, par exemple. Et on va pouvoir jouer là-dessus. Et c'est là où la collaboration intervient et devient extrêmement puissante, notamment dans tous les processus top-down, bottom-up. On va pouvoir visualiser ces données de manière un petit peu différente, pourquoi pas avec un timeline, d'accord? Et on va pouvoir même éventuellement faire un calcul de revenus qu'on va évaluer en fonction du nombre de vendeurs, puisqu'on est dans le département sales, du nombre de vendeurs qu'on va embaucher. Donc, ce qui permet éventuellement de justifier pourquoi est-ce qu'on veut avoir de nouvelles personnes. Je vais passer sur l'étape suivante. On va faire un complete ici. On va passer à l'étape suivante. Donc, soit je peux y accéder comme ça, soit éventuellement, je peux passer directement ici. Ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemblerait sur une tablette. L'actual, il est bloqué. Le forecast de fin d'année, octobre, novembre, décembre, donc l'atterrissage de fin d'année bloqué. Le forecast sur les mois suivants ouvert, on voit que les cellules sont en jaune. Et ici, je vais pouvoir très facilement jouer, donc dire par exemple, bah, tiens, j'aimerais bien ajuster par 20%. Hop, on va faire une petite modif. Voilà, automatiquement, je vois mes cellules qui apparaissent en jaune. Ou alors dire, je veux par exemple distribuer, j'en sais rien, une valeur de 120 full-time equivalent en appliquant la même distribution que j'ai aujourd'hui, etc., etc. Donc, on fournit toute une série d'aides à la saisie qui peuvent se faire soit en temps réel, avec des allocations en temps réel, soit via des batchs éventuellement qu'on va lancer lors d'un process spécifique. J'en ai terminé avec cette étape-là. Je vais vous montrer deux, trois petites choses supplémentaires. On va fermer cette étape, passer à l'étape suivante. Hop, ici. Éventuellement, avoir un petit tableau avec des variances, avec des cellules qui vont apparaître en rouge, en vert pour me dire tout va bien, etc., etc. De nouveau, on va jouer ici, complete. Hop, passer à l'étape suivante. On va par exemple passer sur les allocations IT, d'accord? Donc la possibilité de faire des allocations entre centres de coûts ou par exemple faire des occupancy allocations sur d'autres départements. On va passer de nouveau à l'étape suivante. Je vais vous montrer quelques rapports types qu'on va pouvoir utiliser. Donc d'abord évidemment un PNL qui est un petit peu plus formaté, un petit peu plus joli, avec du color coding, etc., avec des surlignages, on pourra pouvoir un petit peu jouer à ce niveau-là. Tout ça, éventuellement, vous allez pouvoir à un moment ou à un autre l'exporter au format Excel, l'imprimer au format PDF ou le mettre dans un playbook. Je vais revenir tout à l'heure sur cette notion de playbook. Et puis, je vais vous montrer des petits documents d'analyse. D'abord, ce qu'on appelle le storyline. Ça, c'est typiquement le type de document que vous allez donner à un groupe contrôleur ou à un directeur financier ou au management avec des KPI, de jolis petits graphiques,
la possibilité d'avoir un classement automatique entre les meilleurs produits ou les meilleurs centres de coûts, etc., etc. D'accord? Donc, il faut imaginer de nouveau ce que ça donne sur une tablette, très simple à visualiser, très simple à utiliser. Okay? Ou alors, par exemple, ce qu'on appelle une désagrégation multidimensionnelle guidée. Je vais avoir des indicateurs, j'ai des écarts. Automatiquement, il m'indique sur quel indicateur j'ai l'écart le plus important. Là, je suis en train de comparer le forecast d'octobre par rapport à mon forecast de septembre. Et puis, je vais pouvoir descendre dans la notion ici de centre de coût et éventuellement changer de dimension. Hein, regardez par location géographique ou autre. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du glisser-déplacer, du slice and dice. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on garde le chemin d'accès à votre analyse. Et là aussi, il faut bien imaginer ça dans le contexte d'une collaboration. Vous trouvez une erreur quelque part, vous faites une collaboration, la personne va recevoir un lien, elle va cliquer sur ce lien, elle va ouvrir ce document et elle va voir comment est-ce que vous avez réfléchi, comment est-ce que vous avez trouvé l'écart, où est-ce que vous êtes allé, plutôt que de devoir elle-même refaire toutes les recherches, etc., etc. Voilà. Donc on a fini sur cette première partie. On va revenir ici sur l'expense planning. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui est important. On va aller sur mon revenue planning, donc qui est un autre process. On n'a pas le temps de passer au travers de l'intégralité de ce process, mais je vais juste aller sur le Management Target Setting. Et là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le revenue quota, ici, cette ligne, vous voyez que volontairement, je l'ai mis en mauve pour qu'elle ressorte un petit peu, qu'elle flash un petit peu. Ce montant, il vient d'où? Eh bien, en fait, il vient du détail transactionnel qu'on a rentré il y a 1 minute, employé par employé, pour le sales department. Et c'est là où le fait qu'on n'ait pas de cube signifie qu'on n'a en fait qu'une seule base de données, qui nous permet d'unifier, si vous le souhaitez, l'intégralité de vos process. Donc vous faites un process RH. Les données de ce process RH peuvent très bien intervenir dans le revenue planning. Pourquoi? Parce que le nombre de vendeurs que vous allez embaucher va avoir un impact et ça va permettre éventuellement de faire des comparaisons. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une spécificité de notre solution. Une seule base de données, des business process qui vont permettre de manière transversale d'organiser le travail des différentes équipes, d'accord? Et tout ça de manière totalement unifiée. On va terminer par les playbooks et quelques rapports. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait exporter les données au format PDF, etc., ou à d'autres formats. On a aussi la notion de playbook. Ça, c'est quelque chose de très, très sympa. Donc là aussi, hein, c'est vraiment fait, ça a été conçu pour être utilisé sur une plateforme mobile. Les graphiques, en plus, sont totalement variables. On a même un waterfall. Donc on a vraiment plein de possibilités ici. Et vous imaginez très bien ce que ça donne sur une tablette. L'autre point ici que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'avoir un dashboarding nettement plus évolué. Donc on va aller un tout petit peu plus loin ici. On va lancer des dashboards un petit peu plus compliqués, dashboards qu'on pourra éventuellement plus tard partager au format Word, au format PDF, par email, au format Excel ou autre. Ça va apparaître dans quelques secondes. Et là, on va finalement configurer des choses un petit peu différentes avec des petits camemberts, des indicateurs, des petites flèches qui vont vers le haut ou vers le bas. On a même la possibilité, par exemple, d'avoir quelque chose d'assez sympa. J'aime bien ça, on l'a mis en place chez plusieurs clients aux États-Unis et au Canada, où on va utiliser éventuellement Google Maps pour ressortir les données. D'accord? Donc, on voit ici les petites bulles. Et puis, la partie Product Analysis, où là aussi, on va pouvoir avoir quelque chose d'un tout petit peu différent, avec une analyse un petit peu différente en termes de graphisme, soit ce qu'on appelle une heat map, soit des bubble maps, où vous allez par exemple regarder ben voilà, la partie sur les revenus de mes différents produits. Bon, on a un nombre quasiment illimité finalement de types de graphismes qu'on peut mettre en place, et tout ça pourra être éventuellement partagé plus tard au format Word, au format PDF ou autre. Nous tenons à vous remercier du temps que vous nous avez accordé à nous écouter. Bien évidemment, nous restons bien sûr disponibles si besoin pour pouvoir rentrer plus en profondeur sur vos problématiques particulières au travers de la solution et au travers effectivement de notre expertise métier et de notre retour d'expérience client. Excellente journée. Au revoir.